Bonjour à tous, chers amis, nous sommes le 21 avril 2024 et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Kublai qui est assez connu pour sa chaîne YouTube et qui a une bonne expérience de l'expatriation. Bonjour Kublai, comment vas-tu? Bah écoute, bonjour Marc et merci de m'inviter. Écoute, ça va très bien, je te remercie. D'accord. Ah non, je dis 21 parce que j'ai mon ordinateur, mais pour moi, on est le 21, il est minuit 6. Pour toi, il est le 20 avril, il est quelle heure chez toi? Alors, tu es où là? Ouais, bah, comme mon cœur est en Asie, tu peux dire le 21. Alors, et là, bon, je vois qu'il fait jour chez toi. Tu es dans quel pays? Alors là, actuellement, je suis en France. Où ça? Quelle ville? Alors là, je suis dans la Drôme. D'accord. Bon, très bien. Donc, pour toi, il est quelle heure? Il est 18 heures. Là, il est 18h07, ouais. D'accord. Alors, bon, ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'expatriation, parce que comme tu le sais, j'essaie de soutenir l'expatriation, d'aider les Français à créer des projets à l'étranger. Je vois que c'est quelque chose que tu fais bien et même professionnellement. Et d'autre part, je m'intéresse à la politique, aux raisons de l'expatriation et bien entendu à l'actualité, notamment l'actualité politique, les élections européennes et au-delà. Donc déjà, bon, comme tout le monde, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, j'ai beaucoup échangé récemment avec des élus, des collègues conseillers des Français à l'étranger, etc. Mais toi, comment est-ce qu'on peut te qualifier? Est-ce qu'on peut te qualifier d'influenceur, de youtubeur, de professionnel de l'expatriation? Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens en France et ben, qu'est-ce que tu fais? Alors, comment on pourrait me qualifier? Je dirais entrepreneur dans le sens où j'ai plusieurs activités sur Internet. Déjà, j'ai plusieurs chaînes YouTube sur Internet. J'ai une chaîne YouTube qui parle principalement d'expatriation, en effet, qui a déjà quelques années, qui a déjà là depuis 7 ans. J'ai une autre chaîne YouTube que j'ai lancée il n'y a pas longtemps qui consiste à aider ceux qui veulent quitter la ville française pour s'installer en campagne, notamment les montagnes, par exemple la Corse, parce que tout le monde ne pourra pas s'expatrier. On rentrera en détail plus tard. L'expatriation, c'est quand même du travail. Et puis j'ai également une chaîne YouTube en anglais qui est plus nichée dans carrément autre chose. Mais j'ai plusieurs activités, donc on va dire niche sur Internet. Donc entrepreneur sur Internet, c'est comme ça que voilà, les gens sur Internet me connaissent. Qu'est-ce que je fais? J'aide les gens bah, soit à trouver des solutions pour pouvoir s'expatrier, pour pouvoir s'extraire par exemple de la France, ceux qui veulent quitter la France, ou soit maintenant récemment pour aller en campagne française. Ça peut être par la création d'une activité en ligne en tant qu'entrepreneur, ça peut être trouver du travail à l'étranger, ça peut être l'apprentissage de langue étrangère. À l'origine, c'est ma spécialité, l'apprentissage de langue étrangère. Bref, trouver des solutions qui permettent bah, justement de gagner en mobilité, gagner en liberté géographique pour pouvoir bah, choisir son lieu de vie. Parce que malheureusement aujourd'hui, bah, la France, c'est un très beau pays. D'ailleurs, j'y suis actuellement. Ça me permet de reconfirmer que c'est un très beau pays, qu'on y mange bien, qu'il y a plein de choses qui sont bien en France. Et moi, je n'ai pas envie de repartir d'ici, mais je vais le refaire tout simplement parce qu'il y a certaines. La France n'a pas beaucoup de défauts, mais les seuls enfin, les quelques défauts que la France a aujourd'hui sont tellement, on va dire, pénibles, tellement invivables que bah, ça force beaucoup de gens, moi y compris, à repartir malheureusement. Voilà ce que je fais. Concernant qui je suis, alors moi je suis né aux Pays-Bas, j'ai grandi aux Pays-Bas. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, donc au milieu des années 90. J'ai vécu 16 ans en France et le reste du temps, je l'ai vécu. Alors j'ai vécu 11 ans en Russie, avec certaines périodes où je suis reparti en Asie, etc. J'ai vécu également en Thaïlande, j'ai vécu un an en Nouvelle-Zélande. J'ai pas mal voyagé, pas loin de 60 pays quand même. Donc voilà, et puis là je suis de retour en France pour des raisons voilà, familiales notamment, mais je vais me réexpatrier. D'ailleurs, je repars bientôt en exploration pour euh, trouver, on va dire, enfin, je les ai plus ou moins trouvées, mais pour vérifier des destinations qui m'intéressent, dans lesquelles je pourrais m'expatrier dans le futur. D'accord. Et quelles sont ces destinations? Alors là, actuellement, on a l'Espagne, notamment parce qu'on est deux en fait, je suis avec ma femme, hein, on est deux à partir ensemble. Il y a l'Espagne, notamment les îles Canaries, qui nous intéressent fortement, pour lesquelles on communique avec des gens sur place. Il y a éventuellement l'Argentine et il y a éventuellement les États-Unis, notamment les États du centre. Comment le choix va se faire? Ça va être un mélange de coups de cœur, ça va être avec un... On va essayer aussi de peser les avantages et les inconvénients, si ça nous plaît ou pas. Et puis aussi du contexte mondial, parce qu'actuellement, en 2024, dans un contexte mondial, on va dire un peu agité,
Les choses peuvent vite changer, peuvent vite basculer. Donc, en fonction du contexte mondial, euh, on choisira aussi une destination. Voilà. Donc, c'est un peu un mélange des trois. Coup de cœur, avantages et inconvénients et contexte mondial. Mais globalement, c'est ça, oui, aujourd'hui. En tout cas, tu es un vrai Français de l'étranger, tu es né à l'étranger, tu as beaucoup vécu à l'étranger, beaucoup d'expériences d'expatriation. Est-ce que Oui, tu as plusieurs nationalités? oui, j'ai plusieurs nationalités, oui. D'accord. Ouais. Mais bon, ta patrie, la première, c'est toujours la France. Moi, je me considère Ah, comme étant un Européen, avant tout. Je me considère comme étant un homme européen. Euh, mais effectivement, la France, c'est un pays dans lequel je suis attaché pour certaines choses. Moi, à chaque fois que je reviens en France, je reconstate à quel point le pays est beau. La culture qu'il y a, la vieille pierre, on y mange très bien. Le pays est beau, tout simplement. Les paysages sont variés. Il y a, sur une petite surface, que j'ai vécu en Russie, qui est une grande surface, mais sur une petite surface, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de choses intéressantes à voir, du nord au sud, etc. On dira ce qu'on voudra, on pourra critiquer les Français pour certaines choses, certains traits de caractère. Ça reste quand même des gens gentils. Ça reste des gens qui se laissent pas faire, ça reste des gens avec un caractère, avec une identité forte, des gens qui savent aussi, comment dire, avoir une influence sur le monde entier. Il y a quand même une touche française qui est irremplaçable. Bref, la France a énormément de qualités et c'est pour ça, c'est cette partie-là de la France que j'aime, d'accord. clairement. Alors, c'est intéressant que tu te présentes avant tout comme européen. Comment tu définis être européen? Est-ce que c'est européen dans le sens où tu aimes la, 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 la structure européenne, l'Union européenne, tu es pro-européen et tu penses qu'il y a une nation européenne, une souveraineté européenne, ou est-ce que tu es européen plutôt d'un sens identitaire, donc tu es de civilisation européenne, tu es de race européenne? C'est quoi être européen? Alors, bah déjà, je me considère européen parce que je suis européen ethniquement. Même si je suis de différents, je suis vraiment un mélange de tout genre de sang européen. On pourrait y revenir après. Mais déjà, parce que voilà, je suis né aux Pays-Bas, ma première langue n'est pas le français, j'ai appris le français plus tard. Ensuite, j'ai vécu en France, j'ai grandi en France. C'est laquelle la Euh, première j'ai- langue? le néerlandais, D'accord. première Oui. langue, néerlandais. Donc, le français, ça s'est fait après, bien que j'ai aussi des origines françaises, etc. Et puis bon, quand tu vois ma tête, moi je suis un Européen, je suis blanc, quoi. Donc c'est comme Hmm. ça. Effectivement, est-ce que je suis pro-européen? Oui, je suis pro-européen. Après, est-ce que je suis pro-Union européenne? Pas particulièrement. On pourra y revenir, mais c'est comme ça que je me considère européen aujourd'hui. Mm. D'accord. Et puis parce que pour moi, en fait, un Français, un Espagnol, un Portugais, un Irlandais, un Italien, un Français, effectivement, on parle des langues différentes, mais globalement, ils ont des cultures assez proches, bien évidemment, avec des nuances. C'est des gens qui peuvent vivre ensemble, c'est des gens qui peuvent immigrer d'un pays à l'autre sans que ça pose de problème. C'est des gens qui peuvent, par exemple, un Français peut aller vivre en Espagne, il pourra s'intégrer, un Espagnol ou un Italien qui vit en France aussi, un Allemand et un Français aussi, même un Britannique, etc. On est quand même l'Europe, ça reste quand même une petite surface en comparaison où il y a beaucoup de langues, etc. Mais ça reste une Europe finalement. Ça Ça reste reste une un culture. endroit qui est assez proche. Même les langues, moi qui suis à l'origine un spécialiste des langues, bah, on regarde les langues européennes sont toutes liées. Quand tu connais une langue européenne, c'est facile d'en apprendre une autre. Tu connais le français, l'espagnol, l'italien, le roumain, le portugais sont proches. L'allemand, le néerlandais, l'anglais, les pays scandinaves, etc., bah, ont des langues proches. Bref, c'est tout lié. Donc, pour moi, l'Europe, c'est un petit monde où tout le monde se connaît, en fait. Donc, il y a une culture européenne, une identité européenne. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu vas voter dans quelques semaines ou pas? Est-ce que tu votes? Et si tu votes aux européennes, tu votes pour quel député? Le député français, les députés néerlandais? Parce que tu dois choisir. Oui, alors moi, si je vote oui, et si je vote, c'est sans hésitation Reconquête, Zemmour, simplement, parce que je pense que c'est le parti qui est le plus proche de mes idées, sans que je Oui. sois toujours en accord avec tout. Mais si je dois choisir, ce serait Reconquête, oui. Et ce D'accord. Mais sera en, Reconquête. voilà, mais en tout cas, quand tu votes aux élections françaises. Tu vas pas voter aux élections européennes côté néerlandais, par exemple. Non, pas particulièrement. D'accord. Et tu as Non. toujours voté aux élections françaises, européennes, législatives, etc. Tu suis toujours Alors, ou tu es un petit peu décalé, tu suis oui, moins. j'ai voté soit quand j'étais en France, soit quand j'avais la possibilité de voter à l'étranger. Des fois, j'ai été très loin à l'étranger, loin de tout. Par exemple, en Extrême-Orient russe, loin de tout, je ne pouvais pas me déplacer.
Mais sinon, quand j'ai l'opportunité de voter, oui. D'accord. Oui. Et donc, on a compris que tu soutiens Reconquête, donc Marion Maréchal, si tu votes, donc normalement tu vas voter. Oui. Est-ce que c'est un soutien, bon voilà, tu as décidé, tu vas le faire, ou est-ce que tu vas aussi militer comme certains influenceurs, donc tu vas inciter les personnes à faire de même? Non, militer non, mais par contre, moi, faire ce geste-là, oui, D'accord. clairement. Et bon, avant que Zemmour existe, est-ce que tu avais un autre engagement dans d'autres partis? Ou est-ce que c'est Alors, une je ne sais idée? pas si je peux dire que je suis engagé, on va dire que j'ai une préférence, c'est-à-dire que il y a différents Sympathisant, partis, différents partisans. Moi, je vais là où ce qui correspond le plus proche à mes idées, quoi. Et aujourd'hui, c'est Reconquête, clairement, de loin. Et avant Euh, Reconquête, c'était plutôt le RN, FN, ou est-ce que c'était plutôt une droite traditionnelle? avant Reconquête, c'était FN. Oui. D'accord. Donc bon, qu'est-ce qui a fait que tu switches donc du RN à Reconquête? Est-ce que tu penses que le RN a renié à ses principes d'origine, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux Bah, parler je un peu pense que de ça? le RN a pas mal changé hein, par rapport, par exemple, aux années 2000, quand moi j'ai eu au début des années 2000, quand moi j'ai eu comment dire, ma majorité, ça s'est ramolli un peu. Moi, aujourd'hui, le RN aujourd'hui me fait penser un petit peu à du Sarkozy en 2010, en 2007, quoi. Voilà, mais c'est plus affirmé en fait. Pour moi, le RN n'est plus affirmé comme avant, alors que bah, Reconquête, bah, c'est une droite affirmée, une droite qu'on peut appeler une droite. Est-ce Voilà. qu'on peut dire que c'est un petit peu le FN d'autrefois de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, c'est Reconquête. Ouais, clairement, ouais. Donc, il y a vraiment les convictions assumées. C'est ça qui te séduit. C'est ça, ouais. Le côté D'accord. assumé, le côté on dit les choses et elles doivent être dites, même si elles ne font pas plaisir, et ben on les dit quand même et voilà. Et c'est assumé et on va au bout des choses. Alors que RN aujourd'hui, selon moi, c'est un peu ambigu, un peu vague, un peu mort à tous les râteliers, voilà. Moins affirmé que. Ah, bien évidemment, je préfère toujours RN à une gauche, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais non, aujourd'hui, pour moi, Reconquête a repris le rôle de ce qu'était les RN avant. D'accord. Et tu penses que c'est une bonne stratégie? Est-ce que parce que bon, je suppose que tu imagines que le RN fait ça par stratégie, pour essayer d'avoir plus de voix. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Mais tu penses qu'il faut quand même assumer ses convictions, avoir une ligne claire comme Reconquête. Et donc, j'imagine que tu imagines que Reconquête, ça va passer de 7% à 10, 15, 20, un jour peut arriver au pouvoir. Est-ce que Reconquête peut arriver au pouvoir seul? Pour être franc avec toi, moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que malheureusement, si tu me demandes si tu me demandes quel pourrait être le prochain président de la France, ce sera ni quelqu'un qui représente Reconquête ou RN, malheureusement. Mais je le fais parce que, voilà, Parce que tu y parce que j'ai crois, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est des ouais, convictions. par conviction, mais après, puis parce qu'un jour, peut-être mes enfants vont me poser des questions, et oui, la France, elle était comme ça, t'as rien fait, etc. Et je pourrais dire, voilà, bon, moi, j'avais pas ces opinions-là, désolé. Mais très sincèrement, j'y crois pas trop. Mais bon, faut le faire, on sait jamais, hein, des fois, on peut avoir des surprises. Mm. Mm, mm. Alors, tu t'identifies comme européen, tu as vécu en Russie. Qu'est-ce que tu penses du conflit russo-ukrainien? Je pense que Poutine a fait une erreur. Je pense qu'il a fait une grosse erreur et que il sait qu'il a fait une erreur. Sauf que Poutine, avant tout, c'est un Russe et avec son caractère russe et que les Russes, dans leur caractère, d'un, quand ils ont tort, ils ne l'avouent pas, et deux, quand ils sont lancés dans quelque chose, même s'ils savent qu'ils vont au casse-pipe ou que c'est pas la bonne décision, ils vont jusqu'au bout, ils ne lâchent pas. Et aujourd'hui, en fait, il s'est engagé dans ce conflit-là. Je pense il s'attendait pas à ce que les réactions des Occidentaux soient celles qu'elle a été. Et que bah, aujourd'hui, il n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'il aille, il faut qu'il fonce parce que voilà, il est dans ce conflit, il a les pieds dedans et il peut plus en sortir. Voilà ce que je pense. Et je pense qu'il a été pendant longtemps un bon président. Il a fait des bonnes choses. Hein, voilà, faut faire la part des choses. Moi, j'ai vécu en Russie pendant des années. Pendant des années, il y a aussi des choses qu'il faisait bien. D'ailleurs, j'avais une opinion plutôt favorable avant cette guerre, mais depuis la guerre, déjà d'une, bah, la guerre, c'était une erreur de sa part qu'il n'avoue pas. Et de deux, en fait, il y a eu des changements en Russie qui me déplaisent, qui fait que bah, je suis reparti, plus quelques détails, mais voilà, voilà ce que je peux dire.
En Après, gros, après, en est-ce que gros, ça c'est quoi fait... le changement? Bah Ouais. déjà, la forte répression en Russie qui se sent, des petits détails au quotidien qui font que bah, tu sens une certaine pression dans le pays. Ça me plaît pas. Pour moi, la Russie, justement, avant, ça représentait la liberté. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'avant le conflit, pour moi, la Russie était plus libre que la France au niveau liberté d'expression, liberté de ce qu'on pouvait penser. Et que maintenant, en fait, en 2 ans, ça a tellement changé qu'aujourd'hui, moi, la Russie, non, c'est clairement plus un pays libre, c'est un pays où il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a beaucoup de répression. La répression des opposants, on voit ce qui se passe, même si je ne soutiens pas les opposants qu'il y avait, parce que les opposants qui avaient, selon moi, n'auraient pas fait des bons présidents, parce qu'ils avaient certaines idées qui, voilà, qui n'allaient pas. Mais le fait de leur mettre 15 ans, 25 ans de prison, ou voilà, des morts un petit Tu peu parles de suspectes. Navalny, par exemple? Navalny que je ne soutiens pas, sauf que la manière dont il a été traité, non, je trouve que c'est extrême. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, et pour moi, Navalny, pour moi, oui, c'était quelqu'un qui avait des idées de gauche, qui n'aurait pas fait un bon dirigeant de la Russie. Mais pour autant, voilà, c'est quelqu'un qui avait, pour moi, avait le droit à la liberté d'expression. Est-ce qu'il méritait son Effectivement, sort ou pas? Voilà. pour moi, non, il ne mérite pas son sort. Tu as le droit à la Hmm. liberté d'expression. Lui, il est national russe, il est né en Russie, il avait des idées qui allaient à l'encontre de Poutine. Effectivement, ça plaît ou ça plaît pas, mais j'estime que voilà, dans un pays, il doit y avoir une liberté d'expression et une opposition, etc. C'est ce qu'il y avait. Alors, bien évidemment, avec des nuances, hein, parce que la Russie, est-ce qu'elle sera un jour une démocratie à l'européenne? Je ne pense pas, mais plus démocratique qu'aujourd'hui. Là, oui, carrément, il y a carrément le potentiel pour ça, et je pense que c'est mieux pour elle. Voilà, donc répression, les lois aussi qui changent. Il y a vraiment des lois qui ont changé en Russie qui sont dignes. Pour moi, voilà, c'est digne de la Corée du Nord, c'est digne de l'Iran, quoi. Ça, c'est depuis 2 ans seulement? C'est Depuis, seulement depuis depuis 2 ans. que... Depuis 2 ans, ça s'est fait très vite. Dans les premiers mois du conflit, il y a toute une législation qui est arrivée et ça se durcit, ça se durcit. Et moi, je suis les nouvelles que je suis russophone, hein. D'ailleurs, le russe, c'est la langue que je parle à la maison avec ma femme. Euh, Ma femme qui est de nationalité russe, on rentre en détail après. Mais je lis les nouvelles, en fait, c'est toujours plus de répression, plus de durcissement, plus de serrage de vis, que des mauvaises nouvelles. Euh, je vois pas où est la plus-value, en fait, pour la Russie d'avoir commencé cette guerre, quoi. L'OTAN s'est agrandi, s'est renforcé, n'a jamais été aussi fort. L'Ukraine, qui devait être démilitarisée selon Poutine, elle est plus militarisée que jamais. La dénazification, excuse-moi, qu'il y a des nazis en Ukraine, je vais bien le croire, mais que tout le peuple et que tous les soldats ukrainiens soient des nazis, moi, je j'avale pas cette couleur, Ouais, c'est pas vrai. effectivement, J'ai non. été, j'ai été en Ukraine plusieurs fois. J'en gardais un bon souvenir. Perso, alors je dis pas que ça n'existe pas, des nazis, j'en ai pas vu. Effectivement, les deux peuples sont ressemblants. Effectivement, il y a aussi des russophones en Ukraine. Il y a des villes même qui pourraient être des villes russes, et déjà culturellement et linguistiquement. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut accepter que Poutine fasse sa loi et décide pour toi que ta ville sera une ville de Russie et non pas une ville d'Ukraine? Ça, je pense pas. Il faut laisser l'Ukraine, qui est un pays souverain. On dira ce qu'on voudra. C'est un pays souverain. Et là, on a la Russie qui attaque un pays souverain. C'est tout. Euh, donc, je peux pas difficilement défendre ça, moi. Voilà. Donc, comment on peut résoudre ce problème? Tu souhaites la victoire de l'Ukraine, tu souhaites la paix, tu souhaites qu'on envoie des soldats au sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, ce que je souhaite, c'est la paix, oui, avant tout. Parce qu'entre-temps, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, il y a des gens qui meurent et des petits jeunes et des gens dont les deux pays, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, ont besoin pour se reproduire. Parce que en Russie, au niveau démographique, et en Ukraine, c'est la catastrophe. Donc déjà, il faut des jeunes hommes pour pouvoir et faire augmenter la population. La Russie est un pays sous-peuplé qui a largement la place pour tripler sa population, voire plus. Donc il faut ces gens-là. Moi, ce que je veux, c'est que Poutine se retire des territoires d'Ukraine, c'est tout. Voilà. Il se retire, et puis voilà. Euh, Mais comment on fait pour arriver à ce résultat? Est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut faire un jeu de force, envoyer des troupes au sol? Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du côté OTAN? Est-ce qu'on en continue à envoyer des armes? Est-ce qu'on continue à envoyer de l'argent? Ou est-ce qu'on arrête tout pour qu'enfin ils se mettent à négocier? Quelle est la stratégie?
Alors moi, ça va peut-être pas faire plaisir à ceux qui soutiennent fermement l'Ukraine et comment dire, je ne défends pas la Russie en disant ça. Moi, je pense que la victoire ne se fera pas sur le terrain, ne se fera pas sur le champ de bataille. Parce que mine de rien, Poutine, même si ses armes, etc., sa technologie est inférieure à l'Occident, on pourra y revenir plus tard, bah, il produit beaucoup quand même. Donc moi, je vois ça, voilà, tant qu'on est sur un conflit au sol, moi, je vois ce conflit s'éterniser, en fait. Un petit coup par là, un petit coup par-ci, etc. Non, là où il peut y avoir des changements, c'est à l'intérieur de la Russie. Ça veut dire que pour que la guerre s'arrête, les changements doivent être faits à l'intérieur de la Russie. C'est là que ça doit être fait. Tant que à l'intérieur de la Russie, les choses restent comme elles sont, et là, je ne vais pas développer parce que ça peut être dangereux pour moi, tant que les choses restent qu'elles sont en Russie, euh, ce conflit continuera. C'est comme ça que je le verrai. Et malheureusement, à moins que les États-Unis s'y mettent, qu'ils envoient du lourd et qu'ils commencent vraiment à bombarder l'intérieur de la Russie, qu'ils commencent vraiment à faire une vraie guerre, quoi, autant Russie, je vois mal en fait les Ukrainiens reprendre les territoires. Je vois mal en fait le conflit se terminer sur le terrain. Et donc, bon, du côté français, on ne peut pas influencer que la Russie change dans l'intérieur. Est-ce qu'on continue à envoyer des armes et est-ce qu'on continue à envoyer de l'argent? Comment dire? J'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non. Mais malheureusement, aujourd'hui, si tu laisses faire Poutine, tu laisses faire Poutine et après, c'est quoi la prochaine étape? C'est-à-dire, il vient où? Il va quoi? Il va prendre la Moldavie, il va prendre l'Ukraine, il va se sentir plus fort que tout. Après, il va faire quoi? Il va prendre il va prendre les pays baltes, il va venir jusqu'à où? Il va venir jusqu'à Paris. Toujours pareil. Ah, tu Et penses que c'est possible qu'il ferait ça, qu'il attaquerait l'OTAN? pas tout de suite. Donc là, si tu le laisses prendre l'Ukraine, il va pas aller plus loin, mais il va recharger les batteries, il va se renforcer, il va se réarmer. Tant qu'il est au pouvoir, hein, je veux dire, hein. Tant qu'il est au pouvoir, il va se renforcer et puis il va remettre un jeton. Il a, là, avec la Crimée, moi je pense qu'elle est russe, mais bon, passons. La Crimée, il a vu qu'il n'y avait pas de réaction des Occidentaux. Là, avec l'Ukraine, si les Occidentaux le laissent faire, bah, il se dit, bah, tranquille, le champ est libre, on fonce, on continue comme ça. Parce que voilà, lui, il est comment dire, c'est un Russe, comme je te disais, c'est un Russe. Et un Russe, si tu as un Russe, tu veux qu'un Russe arrête de t'emmerder, quand il te met un coup de poing, tu lui en mets un beaucoup plus fort que lui. Voilà. Sinon, il comprend pas. C'est pas le monde européen où on négocie en mode gentilhomme, etc. C'est dans ton intérêt, mien. Un Russe, il comprend que la force. Voilà. Tant que tu lui renvoies pas ce que lui il t'envoie, il comprendra pas. C'est pas bien ou mal, c'est juste culturel. Ok, donc lui, en fait, Poutine, s'il comprend que la force. Donc ça, faut le savoir. Autre chose, c'est que voilà, lui, c'est un nostalgique de l'URSS. Il est encore de la génération de l'Union soviétique, quand l'Union soviétique avait tous ces pays périphériques, dont l'Ukraine, mais aussi les pays baltes, la Géorgie, le Kazakhstan, enfin l'Asie centrale. Lui, il est nostalgique de ça. Et lui, s'il commence à se sentir fort, pourquoi il arrêterait si tu l'arrêtes pas? Pas de raison. Ok. Ouais. Voilà, Bon, c'est comme le costaud dans la cour de récré, ouais, il faut un le costaud rapport dans la de cour de récré. force, sinon il y a Voilà, rien qui lui, se en fait, passe. il va faire chier tout le monde tant que tu lui réponds, tant que tu le laisses faire, il va continuer. Et un jour, il y a un mec qui va pas se laisser faire, qui va lui mettre un coup de boule, et puis après, il n'embête plus personne. C'est comme un petit peu dans la cour de récré, c'est tout. C'est ça. C'est comme ça que je le vois, moi. Ok. Bon, on a compris donc position sur la Russie, l'Ukraine, choix pour les élections européennes. Tu as parlé de la différence de Reconquête et Anne, mais on n'a pas parlé des autres listes, on va dire souverainistes. Qu'est-ce que tu penses de Philippot, d'Asselineau? On s'en fiche, c'est rien, c'est négligeable. Ou est-ce que tu as un avis? Voilà, tu as dit que tu es pour la paix. Bon, ils sont plutôt pour la paix. C'est quoi ton avis sur eux? Je vais te répondre, je vais juste faire une petite parenthèse. Attention, moi je suis pro-russe, mais je suis pas pro-Poutine. C'est-à-dire que j'aime la Russie, les Russes, le pays. Je suis moi-même d'ailleurs ethniquement à moitié russe, russophile, donc j'ai rien contre la Russie, au contraire. Mais par contre, la politique aujourd'hui de la Russie, non pour moi. Pour te répondre en ce qui concerne les souverainistes, eh ben Marc, les souverainistes aujourd'hui en France, il n'y en a pas. Ils s'appellent souverainistes, ils adorent se présenter en tant que souverainistes,
Et en fait, ces souverainistes, ce sont des anti-américains. Je ne dis pas qu'ils ont tort là-dessus, hein, parce que souverain, ça veut dire que tu n'appartiens à personne. Mais au lieu de dire, voilà, nous, on est souverainistes parce qu'on veut une France indépendante, une France souveraine, non, c'est on est souverainiste, mais par contre en faisant de la lèche à Poutine, quoi. Non, je suis désolé. Si c'est pour te débarrasser des Américains pour te jeter dans les bras de Poutine, pour moi, c'est pas être souverainiste. Il faut savoir. Soit tu es souverainiste, donc tu l'es pas. Donc pour moi, que ce soit Philippot ou Asselineau, ce ne sont pas des souverainistes, ce sont juste des pro-Poutine, tout simplement, qui pensent que la solution, c'est la Russie. Non, la solution, c'est la France seule. Qu'est-ce Dans leur qui... logique, dans leur logique à eux, euh, la France, être souverain, c'est la France seule. hmm. C'est ni Poutine, ni les États-Unis, ni OTAN, ni Union européenne, c'est la France, c'est tout. C'est ça pour moi être souverainiste. Donc je vois pas en fait qui est souverainiste aujourd'hui en France. Non. D'accord. Bon, je suis plutôt d'accord sur le côté anti-américain. Il y a beaucoup de discours anti-américains, autant, etc. Par contre, pour le côté pro-Poutine, qu'est-ce qui permet d'affirmer cela? Quels sont les éléments qui te font penser qu'ils sont pro-Poutine? Parce qu'eux, ils vont pas dire qu'ils sont pro-Poutine, ils vont dire qu'ils sont pro-France, qu'ils sont neutres, qu'ils sont ni pro-Poutine, ni pro-américain. Donc, qu'est-ce qui te fait dire, toi, qu'ils sont pro-Poutine? Ce qui me fait dire qu'ils sont pro-Poutine, c'est par exemple, alors moi tu sais par exemple Asselineau, Philippot, c'est pas des gens que je suis. Ça m'arrive de voir passer des choses, mais c'est pas des gens que je suis vraiment. J'ai arrêté de les suivre il y a très très longtemps. À un moment donné, je m'étais Philippot, je m'intéressais à lui quand il était en cours au FN il y a très très longtemps, etc. Asselineau, j'ai décroché depuis très très longtemps parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais certes, voilà, des rares passages que je vois d'eux, c'est voilà, en gros, on veut la paix en laissant gagner Poutine. Bon, bah, quel était pro-Poutine, quoi. Voilà, c'est tout. Euh, Bah, donc, voilà, c'est... voilà, ok, ouais. Donc, en fait, et puis, bon, par exemple, Philippot, pareil, hein, de temps en temps, je le vois passer. J'ai l'impression que le mec, il est Poutine, Poutine, Poutine. Enfin, Russie, lui, il emploie le mot russe, Russie. En fait, ce qui est faux. D'ailleurs, ça m'énerve quand j'entends les gens dire ouais, pro-russe, pro-Ukraine. Mais ça veut rien dire. Là, on ne parle pas de pro-russe, pro-Ukraine. C'est les Russes et les Russiens, ils y sont pour rien. La Russie, elle n'y est pour rien. Non, là, tu parles d'être pro-Poutine. Il y a pro-Poutine, il y a pro-russe. C'est très différent. C'est comme par exemple les Chinois. Moi, j'aime beaucoup la culture chinoise. J'ai appris le chinois mandarin d'ailleurs. J'ai été en Chine plusieurs fois, à Taïwan, etc., Singapour, Hong Kong. J'apprécie la culture chinoise, j'apprécie les Chinois pour ce qu'ils sont. Est-ce que pour moi, parce que pour autant je suis fan du CCP? Pas du tout, bien au contraire. Donc tu peux être pro Parti communiste chinois et enfin tu peux être pro Chine et ouais, anti la Parti culture, la communiste. civilisation, Culture. Par etc. exemple, moi j'adore Taïwan. J'adore Taïwan. Quand je vais là-bas, à chaque fois, je passe des bons moments. D'ailleurs, je dis toujours, si tu veux visiter la vraie Chine, tu vas à Taïwan. C'est là qu'est la vraie Chine. C'est là où sont les vrais idéogrammes. C'est là où tu vas manger la vraie bouffe chinoise. C'est là où tu vas avoir voilà, l'ambiance de la vraie Chine, de ce qu'était la Chine avant que ce soit massacré par les communistes, tout simplement. Voilà. Donc, tu as compris aussi maintenant que là, j'aime les Chinois, mais Hmm, pas que j'ai pas d'affinité avec le Parti communiste chinois. Pas du tout. d'accord. Et en plus, au niveau personnel, tu es avec une Russe, elle est sinophone ou pas? Donc, euh, que, Alors, je suis avec une femme qui est née en Russie, mais qui est ethniquement mongole, de Mongolie. Voilà, donc, dont les parents ont immigré en Russie il y a longtemps. Parce qu'il faut savoir qu'une partie de la Russie, en fait, qui a des peuples mongols, et puis aussi des immigrés mongols en Russie, ok? En fait, il y a trois Mongolies aujourd'hui. Il y a une Mongolie qui se trouve sur le territoire russe, qui peut être divisée en plusieurs sujets en Russie, notamment la Bouriatie, la Transbaïkalie, je crois que ça se dit en français, la région de Touva, par exemple, qui sont des peuples en fait bouddhistes et asiatiques mongols en Russie, qui font partie aujourd'hui du territoire russe. Il y a la Mongolie aujourd'hui, le pays, et il y a même une partie de la Mongolie en Chine, qui est collée à la Chine, en fait, ça s'appelle la oui, Mongolie l'intérieur. intérieure. Voilà, Mongolie intérieure, où les gens sont bilingues d'ailleurs, mongol et chinois. Ok. Donc oui, ma femme est asiatique, ethniquement, mongole de Russie. Euh, donc j'ai même comment dire, une affinité pour l'Asie. C'est une zone que j'aime, etc. Mais ça fait pas de moi quelqu'un d'aveugle par exemple, sur les différents
gouvernement qu'il peut y avoir. C'est pas parce que j'aime l'Asie que je suis un fondu de Corée du Nord, pas du tout. Enfin, de Corée du Nord, de Kim Jong-un ou de Kim Jong-il, je sais plus lequel ils ont, Kim Il-sung, je sais plus lequel. Mais Kim en tout Jong-un. cas, ouais, Kim Jong-un, voilà. Donc, pour moi, le peuple et sa politique sont deux choses différentes. Des fois, les deux collent ensemble, mais des fois, ça va pas. C'est comme par exemple certains qui disent pro-russe, pro-russe, pro-russe. Bon, euh, tu arrives très bien à dissocier Macron de la France. Là, ouais, je suis français, par contre, Macron, non. Par contre, pourquoi tu n'arrives Mhm. pas à dissocier Poutine de la Russie? Pourquoi tu n'y arrives pas? Bon, bah, c'est pareil. C'est comme si, par exemple, Macron prenait une décision débile demain, chose qu'il fait souvent d'ailleurs, et à cause de ça, tu vas quelque part à l'étranger, ah, Macron a fait ça, donc toi, tu es comme lui, donc toi, tu représentes Macron. Non, c'est un gouvernement. Il y a le peuple, il y a le gouvernement, c'est différent. D'accord. Mm. Est-ce que parce que les Russes ont voté il n'y a pas longtemps, bon, Poutine a gagné. Qu'est-ce que c'est? C'est totalement truqué. Ils sont forcés de voter pour. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Est-ce que Ouais. les Russes, en d'autres termes, est-ce que les Russes, ils sont majoritairement pro-Poutine? Ouais, je vais t'expliquer. Alors, est-ce que c'est truqué? Oui. Est-ce que c'est un scandale? Non, parce que je pense qu'en France, malheureusement, c'est truqué aussi. Ah, donc oui, c'est truqué, oui. Est-ce que Poutine aurait gagné s'il n'avait pas truqué? Je pense que oui, mais il n'aurait pas gagné autant. Là, les 87%, pour moi, c'est du bullshit complet. Je pense qu'il aurait gagné allez, peut-être dans les 60%. Ouais, je pense qu'il aurait quand même gagné. Je pense qu'aujourd'hui, une majorité de Russes, un peu plus de la moitié, soutiennent quand même sincèrement Poutine. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'il fait du bon travail, par patriotisme ou tout simplement parce que c'est un pays en guerre, donc on soutient le chef. C'est pour quelles raisons ils sont pro-Poutine? Les trois, parce que effectivement, il a redressé le pays. Il a fait cette erreur de la guerre, mais avant ça, il a aussi fait du bon, il faut le reconnaître. Il y avait beaucoup de choses qui étaient critiquables, qui n'allaient pas en Russie, qui vont toujours pas d'ailleurs, mais ça s'améliorait. Donc ça, c'est une chose. Euh, Par patriotisme, le patriotisme russe, enfin, le patriotisme tel qu'il est vu par beaucoup de gens en Russie, c'est être derrière le chef. Voilà, le chef, il prend une action, il prend une décision, on est derrière lui et on ne réfléchit pas, on est derrière le chef. Le patriotisme tel qu'il est aujourd'hui en Russie, c'est plus une forme de culte de la personnalité. C'est plus, voilà, le chef, on suit le chef et puis c'est tout. C'est pas forcément le patriotisme dans lequel tu veux un patriotisme dans lequel tu veux que ton pays avance, ton pays gagne en, comment dire, en niveau de vie, en, comment dire, en industrie, en innovation, en qualité de vie. C'est pas ce genre de patriotisme-là pour beaucoup de Russes. Pour beaucoup de Russes, le patriotisme, c'est juste, je suis né ici. Oui, dans mon pays, il y a plein de choses qui vont mal. Ah, mais je suis russe, je suis fier de l'être, voilà quoi. Je suis russe, je suis fier de l'être. On est derrière le chef, c'est tout. Bon. Pour beaucoup de Russes, c'est comme ça, et encore pour la majorité de Russes aujourd'hui. Donc je pense que même si les élections n'avaient pas été truquées, je pense qu'ils le sont. Il n'y a pas, même, je dirais même pas, il y a même pas, comment dire, à chipoter là-dessus. Je pense qu'il aurait gagné quand même, mais pas autant. Je pense que d'ailleurs, selon le Kremlin, 25%, selon le Kremlin, donc non, ça, c'est plus en réalité, selon le Kremlin, 25% des Russes, quand ils ont commencé la guerre, ne soutiennent pas la guerre. Bon, 25% des Russes sur un pays de 140 millions d'habitants, ça fait quand même 40 millions de personnes. Donc la moitié de la France qui ne soutient pas la guerre, selon le Kremlin. En réalité, je pense qu'on est plus. Je pense qu'on est plus dans du. Ouais, 40-30% de la population qui ne soutient pas cette guerre et qui soutient pas, qui veut que la guerre s'arrête et qui n'est pas satisfait du gouvernement actuel. Pourquoi il ne se manifeste pas? Tout simplement parce qu'il y a la répression et qu'aujourd'hui, en fait, exprimer une opinion qui va à l'encontre de Poutine ou qui critique l'armée. Il faut savoir que Poutine, c'est le chef des armées. Donc, quand tu critiques Poutine, tu critiques le chef des armées, donc tu critiques l'armée. Ça peut aller jusqu'à 15 ans de prison, hein. Voilà. Et alors, ceux qui sont russophones peuvent tout aller vérifier sur Internet. Ils regardent la dernière loi. Il y a quand même des choses. Bon, c'est pas digne d'un pays libre. Donc, en fait, les gens ont peur. Les gens ont peur. Il y a des gens qui pensent qui n'en pensent pas moins, mais qui ont peur d'en parler, même juste qu'en famille, n'ont pas peur, qui ont peur d'en parler, qui ont peur de l'exprimer. Rien qu'en famille,
par peur que leur frère, leur cousin, etc., soient pro-Poutine et qu'ils se fassent balancer. Ils ont peur de la répression, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur. Donc, ce qui fait que ces Russes-là qui sont contre cette guerre ne se manifestent pas plus que ça, parce que c'est dangereux, c'est devenu dangereux aujourd'hui d'exprimer une opinion autre en Russie, tout simplement. D'accord. Bon, alors, je pense qu'on a fait une bonne parenthèse sur les Européennes, la Russie, etc. Comment tu vois l'avenir avec les présidentielles? Bon, tu as dit tout à l'heure que tu penses pas que ce soit quelqu'un de reconquête du RN qui gagnera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout espoir est perdu, ça va toujours être des macronistes et qu'il faut s'expatrier, tous, c'est ça? Toujours pareil, j'ai envie de te répondre non. Après, faut pas se voiler la face. En fait, toi, pour revenir un petit peu à la Russie, je vois plus des changements radicaux arriver en Russie rapidement qu'en France. La France, c'est un pays très stable, mais c'est aussi un pays où je vois pas de changement à venir. Et à court terme, je vois malheureusement pas de changement. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas voter, ça ne veut pas dire qu'il faut pas militer pour ceux qui sont militants, mais je vois pas de changement arriver. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je m'expatrie moi-même. Et c'est pour ça que je parle d'expatriation, parce qu'il y a certains problèmes en France qui sont devenus tellement importants dans nos vies que ça nous pourrit la vie. Et aujourd'hui, à l'étranger, ces problèmes peuvent être évités. Attention, ne pas idéaliser l'étranger. À l'étranger, il y a aussi d'autres difficultés, mais les gros problèmes qu'il y a en France bah, sont facilement résolus en changeant de pays, quoi. Ok. Est-ce que tu te sens patriote? Parce que tu as dit que tu te sens européen avant tout, mais est-ce que tu es un patriote? Et si tu es un patriote, tu es patriote quoi? Français, Alors, tu vois, pareil, néerlandais? moi, je suis un patriote, oui et non. En fait, tout dépend de ta définition de patriote. Si ta définition de patriote, c'est un culte de la personnalité en mode Mao Zedong, en mode Staline ou Poutine, non. Par contre, si patriote, c'est je veux le bien du pays, qu'il y ait les rues qui soient agréables à vivre, qu'il y ait un bon niveau de vie, qu'il y ait de la production, du travail pour tout le monde, qu'il y ait une joie de vivre, qu'il y ait de l'innovation, euh, qu'il y ait que le pays soit beau, que le pays soit, enfin, le pays dans le bon Mhm. sens globalement, oui, je suis un patriote. Moi, ce D'accord. que je veux, moi, ce que je veux, c'est le bien de la France. Mhm. C'est le bien de la France, oui. Alors Donc, dans ce sens-là, justement, je suis patriote. voilà, alors justement, bon, comme toi, je parle beaucoup d'expatriation et j'essaie d'inciter presque les Français à s'expatrier. Et ce qui revient souvent, c'est le commentaire en disant, ben voilà, tu es patriote, mais tu quittes la patrie, la France, donc en quelque sorte. Donc en fait, on est un peu des patriotes en carton aux yeux de certains. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si tu aimes Je la pars- France, tu veux qu'elle s'améliore, est-ce qu'il faut rester en France pour travailler, pour payer des impôts, pour faire ceci, cela, pour qu'elle avance? Est-ce que c'est une critique légitime? Je pense que non, parce que tu peux faire rayonner la France à l'étranger. Et peut-être que tu peux même mieux faire rayonner la France à l'étranger qu'en France. Parce qu'en France, un petit peu tout a été fait. Alors qu'en exportant ton savoir-faire français à l'étranger, tu, déjà, peux surfer sur des vagues, sur des possibilités d'entreprendre dans des terrains, on va dire, plus vierges. Et tu peux aussi exporter cette culture française, notamment par exemple la gastronomie ou plein de savoir-faire français que nous, on prend pour acquis. Mais quand tu reviens en France, tu es obligé d'avouer que bah, la France, elle a quelque chose d'unique. C'est pas l'Allemagne, c'est pas le Japon non plus en termes de peut-être de qualité, rigueur, etc. Mais c'est pas non plus les pays du Sud. La France, c'est le bon dosage. C'est le bon dosage et je crois qu'il est là le talent de la France et des Français. C'est je sais pas, la touche française se remplace pas en fait. Donc ça, si tu peux l'exporter et faire rayonner la France, bah déjà tu es un patriote parce que tu véhicules une image, tu véhicules un savoir-faire. Aujourd'hui, entreprendre en France pour des raisons fiscales, c'est devenu plus difficile. Donc si tu peux davantage exprimer ce que tu fais et, euh, et évoluer à l'étranger, il faut pas hésiter. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que beaucoup sont jaloux aussi, c'est-à-dire que s'expatrier, on pourra y revenir si tu veux, c'est pas facile, c'est des sacrifices, c'est du travail sur soi. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, ça. Donc, il y a aussi la jalousie, de oui, moi j'aimerais bien partir, mais quand moi je ne peux pas partir, bah, je dis à toi que tu es un lâche. Voilà, c'est facile. Ou par exemple d'autres personnes qui sont plus légitimes, que par exemple qui ont des parents malades en France qui doivent rester en France pour des raisons familiales ou parce qu'ils ne peuvent pas Hmm. quitter la France. Ils aimeraient bien, ils peuvent, mais ils sont bloqués ici parce que c'est comme ça.
Au fond d'elles, elles aimeraient bien partir, mais elles sont un peu jalouses. Donc, c'est facile de dire, oui, tu as un lâche, tu n'es pas un patriote. C'est pour ça que tu quittes la France. Entre-temps, moi, ce que je vois, c'est que la France, elle change quand même de visage rapidement. Oui, on est patriote de quelle France aussi? Faut savoir. Ouais. Donc, Qu'est-ce que il y a quand c'est même, toujours pareil? bon, tu es avec Reconquête, donc tu reconnais qu'il y a un grand remplacement. Beaucoup de gens Oui. disent qu'ils sont patriotes, qu'ils sont exilés. En fait, c'est pas vraiment qu'ils quittent la France, c'est la France qui les a quittés. Ils reconnaissent plus leur France. Donc, c'est pour ça qu'ils sont à l'étranger. Donc, je suis plutôt d'accord. Oui, le grand remplacement n'est pas, je veux dire, il est devant nos yeux, on ne peut pas le nier. Euh, et je le dis, c'est pas parce que moi j'ai une femme asiatique ou parce que toi tu es asiatique et je devrais faire attention à ce que je dis pour pas te froisser. Non, le grand remplacement, il est devant nos yeux. Il y a un grand remplacement, il y a un grand remplacement, c'est tout. Voilà, et un petit peu d'immigrés, ok, si c'est une petite quantité, etc., qui s'intègre, ok. Mais quand ça devient la société entière, quand tu vas dans certaines rues, par exemple, de Lyon, Marseille, Paris, où bah, tu vois plus d'Européens. Tu dis, ok, bon, dire, là, on est vraiment dans du grand remplacement. On n'est plus dans quelques immigrés qui viennent s'assimiler, qui font pas de vagues, qui travaillent, etc. Là, on est vraiment clairement dans une invasion. Donc, non. C'est-à-dire, si c'est pour être patriote de cette France-là, non. Ouais, ça Tu donne vois, pas envie. voilà, ça donne pas envie. Donc, c'est toujours pareil, tout dépend de la définition qu'on donne aux mots. Moi, ce que je veux, c'est le bien de la France. Ce que je veux aussi, c'est le bien de la Russie. Après, qu'est-ce que c'est que patriote? Toujours pareil. Et qu'est-ce que c'est qu'être français? Parce que bon, est-ce qu'une France, comme a dit Thaïs, je crois, à 90% black qui mangent du saucisson, qui sont chrétiens, etc., qui sont fiers d'être français, est-ce que c'est quand même la France? Non, sincèrement, non. Bon. Non, le français, le vrai français, d'ailleurs moi-même, si quelqu'un me dit oui, mais tu n'es pas 100% français, je le prends pas mal parce que c'est vrai, je suis européen, mais je ne Mm, suis pas ethniquement à 100% français. Donc mm, voilà. Je suis un Européen de nationalité française, oui, mais mm, si un Français pur souche me dit tu n'es pas 100% français, je le prendrais pas mal. Mais pourquoi non? Je m'appelle Kublai, j'ai un nom mm, asiatique. J'ai un nom asiatique. Je veux dire, déjà rien que, voilà, bonjour, je m'appelle Kublai. T'as compris, quoi. Le mec, voilà, il a un prénom asiatique. Donc, bon. Non, clairement, un Français, bah, c'est un Européen blanc, un Européen blanc, et chrétien ou ayant des affinités au moins avec la chrétienté, pas forcément pratiquant. C'est mm, ça, Toi, un tu es vrai chrétien? Français. Moi, je suis pas chrétien. Alors moi, je viens d'une famille chrétienne, mais j'ai longtemps été athée. J'ai plus des affinités pour les philosophies asiatiques. Ma femme est bouddhiste. Moi, j'ai des affinités pour le bouddhisme, le taoïsme également m'intéresse beaucoup. Donc voilà, s'il faut me mettre dans une case, mets-moi dans la case bouddhiste, ça me va très bien. Mais bon, est-ce que je suis bouddhiste pour autant, sachant ce que c'est qu'être vraiment bouddhiste, un vrai bouddhiste? Mm, Non, on peut pas dire que je suis un vrai bouddhiste. Quand tu connais des moines bouddhistes, voilà, il faut un petit peu d'humilité là-dessus, quoi. Mais on va dire, j'ai de l'affinité pour le bouddhisme. Mais majoritairement, comme je disais tout à l'heure, si par exemple une minorité de Français n'est pas chrétienne, n'est pas blanche, a des prénoms, on va dire, étrangers, ça va. Comme C'est toi? toujours facile. Ouais. Ouais, voilà, comme toi, ou comme toi, par exemple, toi, Ah, moi, j'ai un prénom toi, français. oui, t'as un prénom. Ouais, mais toi, c'est l'inverse. Toi, t'es l'inverse de moi, toi. C'est-à-dire Ouais, que toi, ça. toi, tu as un prénom français, mais tu es asiatique. Alors que moi, j'ai le prénom asiatique, mais j'ai une tête. Alors, de français, non. Souvent, on me demande est-ce que tu es yougoslave, est-ce que tu es polonais, est-ce que tu es russe? Ouais, Parce que bon, j'ai. t'es pas congolais, t'es pas asiatique, quoi. Enfin, t'es Voilà, pas voilà, mais j'ai national, quand même quoi. une tête. Apparemment, j'ai quand même une tête typée slave, apparemment. Parfois, on me le fait remarquer. Mais si c'est une petite minorité, ça va. Mais par Ouais. contre, quand ça commence à Non. faire plus de la moitié des gens, Mm. non. C'est comme par exemple, si comme moi je te disais, je suis congolais parce que j'ai un passeport congolais. J'ai pas un passeport congolais, mais si jamais demain j'obtiens un passeport congolais, si je te dis, Marc, je suis congolais, qu'est-ce que tu penses? Bah, ça dépend. Là, non. Si tu deviens congolais, tu vas être congolais de nationalité. Mais par contre, si tu as des enfants, si tu vis au Congo et que tu as des enfants qui sont nés au Congo,
et qui vont à l'école congolaise et qui parlent parfaitement la langue locale, etc., et qui se sentent congolais alors qu'ils sont blancs ou blancs eurasiens, est-ce qu'ils seraient congolais? Et Non. si c'est une minorité? Toi, tu penses que non? Moi, je pense que je pourrais devenir congolais si j'avais une femme congolaise et que mes enfants seraient donc métis, donc déjà voilà, plus acceptables dans un Ouais, environnement congolais. il y a une notion ethnique, Voilà, forcément. voilà. Oui, parce que déjà, voilà, moi, si je vais au Congo, je suis sûr, j'ai jamais été au Congo, mais je suis sûr que si demain je vais au Congo et que on fait une farce avec un faux passeport congolais pour faire croire que je suis congolais, etc., dire ah, je suis congolais. Je demande dans la rue, est-ce que vous croyez que je suis congolais? Il n'y en a aucun qui me dit que je suis congolais. Évidemment, ouais. Aucun. Voilà. Ouais. Par contre, si j'ai des enfants avec une congolaise, ils pourront être métis, ils pourront parler la langue locale, ils pourront dire, ah là, bon, j'ai un père Donc là, français, mais je suis ça se congolais. justifie. Voilà. Voilà, ça se justifie. Donc, tu vois, c'est toujours pareil, c'est toujours dans un sens. C'est-à-dire que c'est bien de dire que voilà, par exemple, que des Congolais, personnes d'origine congolaise en France pourraient être français, mais par contre, être congolais en tant que français en Congo, je suis sûr que c'est impossible. D'ailleurs, tu connais peut-être la Chine mieux que moi, mais je veux dire, en Chine, tu seras toujours un Lawaï. Au Japon, tu seras toujours un Gaijin. En Ouais. Thaïlande, tu seras Alors toujours justement, c'est une bonne remarque parce que récemment, il y a une Miss Japon qui était ukrainienne, enfin, d'origine, même si elle est japonaise et elle parle parfaitement le japonais, etc. Mais donc, elle se considère japonaise. Et donc, on va dire que la société japonaise ne l'accepte pas parce que, bon, voilà. Donc, toi, tu penses quelqu'un de blanc ne peut pas devenir japonais, non, vraiment japonais. non. D'ailleurs, les Japonais te le diront bien mieux que moi. Ouais, ouais, donc, Et voilà. l'Ukrainienne qui a été élue Miss Japon, je pense que c'est une erreur. Elle ne représente pas le Japon, je suis désolé. Alors, ça ne veut pas dire que les rares personnes qui ont des passeports japonais et qui ne sont pas japonais ethniquement ne sont pas voilà, intégrées. Mais moi, quand je pense Japon, je pense asiatique. Et pour moi, Hmm. quelqu'un qui représente le Japon est, euh, est asiatique, tout simplement. Donc, je Ouais. pense que c'est une erreur. D'ailleurs, les Japonais, il me semble qu'ils n'ont pas accepté non plus. Hein. Parce Non, que ben, elle est plus Miss, mais il y a d'autres raisons aussi. Mais je pense que ça fait partie des raisons. Il y a eu des raisons de mœurs, je ne sais plus avec qui elle était sortie, avec bon, peu importe. Mais voilà, après, moi, je pense que, bah, après ça, c'est mon avis, c'est tout simplement parce que c'est une question de quantité. La démographie fait que pour nous, c'est logique qu'au Congo, ils sont des Noirs, et c'est logique qu'au Japon, ce sont des Asiatiques, et ça devrait être logique qu'en France, ce sont des Blancs. Mais comme ça s'est très mélangé, mais pas qu'en France, mais partout dans le monde occidental, maintenant, on considère que c'est normal. Il n'y a personne qui est surpris de voir des Français qui ne sont pas blancs. Voilà. Alors que c'est Mhm. surprenant pour un Japonais ou un Congolais. Mais cependant, Voilà. peut-être que dans 100 ans, dans 200 ans, ce sera différent. Voilà. Mais en tout cas, moi, sur le Je principe, pense pas différent. euh, voilà, on peut avoir des avis différents, mais en tout cas, sur le principe, est-ce que quelqu'un qui est. Alors, on est d'accord sur le fait que s'il y a 90% des Français qui sont blacks, bon, ce sera peut-être plus la France, mais si c'est des individualités, par exemple, voilà, l'équipe de France, est-ce que Mbappé est français? Est-ce que c'est un vrai Français? Bon, Benzema, on peut dire que non, peut-être, mais d'autres. Voilà, je prends l'exemple de Mbappé, mais un sportif. Avec Teddy Riner. Teddy Riner, est-ce que c'est un vrai Français? Ou est-ce que c'est un Français de papier? Je vois pas qui c'est parce que franchement, je suis pas le foot. Le, Mais par contre, le est-ce champion que de judo, le grand black, tout ça. c'est un national français, enfin, c'est comment dire, un citoyen français, oui. C'est un citoyen français. Après, voilà, beaucoup te diront qu'il n'est pas vraiment français. Enfin, toujours pareil, hein, par exemple, un autre exemple. Tout à l'heure, tu parlais de ma femme. Ma femme, tu me dis, elle est russe. Elle se dira jamais russe. Jamais. Si Hmm. tu lui demandes, je lui dis, oh, bonjour, vous êtes russe? Non, je suis mongol. Ah oui, j'ai un passeport russe, oui, mais je suis mongol. Et en Russie, les autres Russes, je te parle des Blancs, hein, les Blancs diront, non, tu n'es pas russe. Jamais ils lui diront, tu es russe. Jamais. Tu Hmm. vois, donc en Russie, en fait, tu distingues la nationalité comment dire, de l'ethnie. Tu peux être né en Russie, de langue maternelle russe, avec un passeport russe, et ne jamais être sorti de Russie. Si tu n'es pas slave ethniquement, tu n'es pas russe. Et tu peux rien y faire. Et c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'es pas russe, mais que tu es plutôt russien,
que ça y est, tu es rejeté de la société. Et que ça, c'est le bon côté de la Russie. C'est-à-dire que bah, tu as différentes ethnies en Russie et effectivement, chacun accepte ce qu'il est. C'est comme un Tchétchène, il te dira jamais je suis russe, jamais. Il te dira je suis tchétchène. Ah, tu diras, ah, la Tchétchénie, c'est une partie de la Russie. Oui, effectivement, on fait partie de la Fédération de Russie. Nous parlons russe. On a un passeport russe, mais je suis pas russe, je suis tchétchène. Regarde-moi, est-ce que j'ai une tête de russe? Non. Donc, ça, il faut voir aussi. C'est comme Mm. les Chinois. Les Chinois, demain, j'ai un passeport chinois, jamais je serai chinois. Et les Chinois vont me photographier et je serai toujours le blanc, je serai toujours le Lawai. Est-ce que je leur en voudrais pour ça? Non. Mm. Pourquoi je leur en voudrais? Pourquoi Ouais, j'en logique. voudrais aux Chinois? Pourquoi Mm. j'en voudrais aux Chinois de jamais me voir comme un Chinois? Bah, parce que je sais pas, parce que une poire, c'est pas une pomme. C'est comme ça, je veux dire. Donc pourquoi ce serait différent en fait finalement en France? Mm. Bon, Et après, moi, maintenant, j'ai aucun mal. C'est un jour auquel il me dit, oui, t'as un passeport français, tu as la nationalité française, mais tu as des origines russes, tu as des origines de Russie, et puis voilà, tu as vécu aux Pays-Bas, et puis voilà. Bah oui, je vais pas le cacher. Ouais. bon, après, il y a autre chose que les poires et les pommes, c'est les métissés. Donc, maintenant, on a de plus en plus de couples mixtes blanc-asiatique, blanc-noir. Donc, est-ce qu'un métis est vraiment congolais ou est-ce qu'il est vraiment chinois? Parce qu'il a des origines, il n'a pas l'air vraiment chinois, il est aussi Ah, blanc. de citoyenneté, il est, oui. Citoyenneté, c'est du noir sur blanc. Il est Ouais. congolais ou chinois. Toi, Marc, tu es 100% français de papier. Enfin, j'en doute. Mm. J'en doute pas. Après, est-ce que moi, si par exemple je te croise dans la rue, je vois tout de suite que tu n'es pas d'origine française et je vais te demander à ton pays d'origine c'est quoi, etc. Mais Ouais, pas ouais. pour en fait. Non, mais je veux dire, mais tu vois, si. D'ailleurs, je fais ça des fois à des gens en France qui sont d'origine asiatique. Il n'y a pas longtemps, Je le fais avec ma moi femme, aussi, hein, c'est logique, hein. avec ma femme, on est en train de se promener et on voit un couple eurasiatique comme nous. Et la femme, en fait, on commence à se parler, etc. Et la femme, moi, je lui ai demandé, tu es de quelle origine? Elle me dit, voilà, je suis japonaise à l'origine, etc. Mais si tu veux, moi, par exemple, si moi, demain, admettons, je te connais pas, je te vois arriver asiatique en France, je vois que tu parles français, etc. Moi, je vais te demander, tu es de quelle origine? Non pas pour te dire, t'es de telle origine, il faut que tu repartes, c'est parce que ça m'intéresse. C'est parce que, Ouais, ouais, voilà, mais moi, c'est pareil. non, Mais moi aussi, quand je vois un Asiatique, je lui demande de quelle origine il est. Est-ce qu'il vient voilà, d'ici? Est-ce qu'il est chinois? Est-ce qu'il est cambodgien? C'est logique, hein. Ok, très C'est pas négatif de dire, c'est justement, voilà, par exemple, je sais pas, es d'origine chinoise, donc peut-être que tu parles bien. mandarin, ou peut-être que tu as un bon restaurant à Hmm. me commander, parce que d'ailleurs, en ce moment, on cherche un bon resto coréen avec ma femme, parce qu'on a la bouffe coréenne, on n'arrive pas à en trouver. Bon, moi, si je trouve un coréen, je dis, ah non, non, dis-moi où je peux trouver de la bonne bouffe coréenne, quoi. Ouais, ouais, bah, logique, hein. Mais Alors, c'est jamais dans, comment dire, avec une intention négative, tu hmm. vois. C'est. Ok, Ah, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on le voit en Russie, et ça c'est un bon côté de la Russie, c'est que nationalité et ethnie sont séparées, et euh, parler de l'ethnie de la personne n'est pas négatif, c'est juste un fait, c'est tout. Tu es ce que tu es, t'as pas hmm. choisi, c'est ni bien ni mal, tu es ce que tu es, c'est tout. Ok. Voilà. Alors, bon, pour reparler d'expatriation, tu as beaucoup de Français qui veulent s'expatrier, mais ils ne veulent pas aller en Asie parce qu'ils ne veulent pas forcément une culture asiatique, ils ne veulent pas aller en Afrique, ils veulent aller dans un pays plutôt occidental. Notamment, beaucoup de gens vont dire que la France est foutue, l'Europe c'est foutu, ça va être islamiste un jour. Donc, il y en a qui vont aller en Europe de l'Est. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ils vont dire que bon, l'Europe de l'Est, c'est le futur, c'est ce qui va rester vraiment de l'Europe, etc. Mais bon, en dehors de toi, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut s'expatrier et qui veut être dans un pays de blanc, en gros? Est-ce que c'est l'Europe de l'Est? Est-ce que c'est l'Amérique latine? Est-ce que c'est l'Australie? Est-ce que c'est l'Amérique du Nord? Certains, par exemple, vont pas aller en Amérique du Nord parce qu'ils vont dire c'est des woke. Donc, en fait, j'en ai marre du wokisme, etc. Donc, où est-ce qu'ils vont? Quelqu'un qui est blanc, qui est conservateur, qui est pas woke, etc. Où est-ce qu'il va? Alors quelqu'un qui veut un pays blanc, Ouais. donc qui est Qui plutôt va sur une ligne, jamais, un pays qui va jamais céder, qui va jamais devenir islamiste. Voilà. voilà, donc qui est plutôt sur une ligne, on va dire conversano, on pourrait dire, donc vraiment. Ouais, on peut dire euh, ça. Voilà, on peut dire ethniquement blanche et voilà, qui tient, ce qui n'est pas mon cas, on pourra nuancer plus tard sur Hmm. les Asiatiques blancs, etc.
Mais quelqu'un qui veut vraiment un pays blanc aujourd'hui, je pense que le fief aujourd'hui est effectivement en Europe centrale, en Europe de l'Est et peut-être même en Europe du Sud. Je pense notamment à l'Espagne, qui est étonnamment beaucoup moins amochée que la France. J'ai été d'ailleurs en repérage en Espagne il n'y a pas longtemps, notamment le nord de l'Espagne, pas Barcelone, hein. Barcelone, c'est différent. Mais par exemple, le nord d'Espagne, bah, j'ai été étonné, il n'y a pas d'insécurité, pas visible. C'est très européen. J'ai l'impression d'être dans la France d'avant, quoi, tout simplement, du côté de Oviedo, la Galice, etc. Donc ça peut être aussi une alternative, mais globalement, oui, je pense que Ouais, mais euh, tu peux pas te fier à une partie d'un pays parce que l'Espagne, là, tu es en Espagne comme tu aurais pu être à Versailles, enfin, dans certains quartiers certains villages de France aussi, il n'y a pas de problème aussi. Il faut prendre le pays dans sa globalité. L'Espagne, c'est quand même très, c'est devenu beaucoup plus, euh, bah, c'est mixé, quoi. Voilà, il y a beaucoup il y a des endroits, d'immigration non, on va dire, il y a des marocaine, je endroits crois, notamment. algérienne. Ouais. Ouais, je pense notamment à Barcelone. Barcelone, effectivement, c'est très mixé. Donc, globalement, si tu veux vraiment le pays le plus européen, les pays les plus européens possibles au sens ethnique, aujourd'hui, c'est l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, effectivement. Est-ce que tu Ouais. crois que ça va vraiment tenir ce long terme. Le jour où, voilà, je suis le pessimiste, il y a des gens qui détestent ça. Voilà, la France devient islamiste, l'Allemagne, etc. Donc, ils vont progresser vers l'Europe de l'Est. Est-ce que les pays d'Europe de l'Est vont se défendre ou est-ce qu'ils vont, c'est qu'une question de temps, ils vont finir comme les autres? Je pense que c'est une menace qu'il y a sur l'Europe de l'Est, notamment que euh, l'Europe de l'Ouest apporte un certain confort financier et matériel. Donc ça peut apporter un côté, peut-être c'est moins le cas maintenant avec la récente, comment dire, la récente inflation, mais c'est un petit peu, euh, comment dire, si l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, se met à avoir un bon niveau de vie comme en Occident, pas comme en Occident, comme en Europe de l'Ouest, euh, il y aurait des risques pour que ces endroits deviennent plus attirants financièrement, donc attirent à eux plus d'immigrés. Pourquoi aujourd'hui les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale n'attirent pas les immigrés? Tout simplement parce qu'ils sont financièrement pas attirants. Eux, Voilà. ils donnent La pas le France, RSA, l'AME, etc. voilà. Et puis même pour ceux qui bossent, en Hmm. France, je veux dire, si tu travailles, tu peux quand même bien gagner ta vie. Il y a un moment où tu auras une maison, du terrain, deux voitures. Les Français vivent pas mal. Attention, pas mal du tout. Voilà. En Europe de l'Est, alors en Europe de l'Est, ça commence à se faire, ça commence à devenir un petit peu comme ça aussi. Le niveau de vie augmente aussi, mais jusqu'à peu, bah, l'Europe de l'Est, c'était pas attirant financièrement, tu travaillais pour des cacahuètes, il n'y avait pas d'aide sociale, etc. Donc ça n'attirait pas les migrants, il n'y avait rien à gratter. Ok. Donc ça, effectivement, c'est une menace. Après, il y a l'aspect aussi mentalité. Les Européens de l'Est ne sont pas comme les Européens de l'Ouest, notamment des Slaves, et ils ont une autre mentalité, une autre façon de voir les choses, euh, qui fait que bah, les potentiels immigrés qui viendraient dans ces pays-là ne pourraient pas se sentir aussi accueillis qu'en France, par exemple. En France, bah, ils se sentent bien parce que voilà, tout est fait, toute l'ambiance politique, etc., est faite pour que on les accepte, pour qu'on les intègre, etc. En Pologne, par exemple, en Hongrie ou même en Roumanie, c'est pas comme ça. En Serbie, c'est pas comme ça. Tu vois? Euh, et les gens sont aussi, les autorités sont aussi beaucoup plus strictes envers les voyous. En France, les voyous sont pas punis. Ils font ce qu'ils veulent. Mhm. Il y a des, entre guillemets, parce que c'est pas des faits divers pratiquement, pas dire tous les jours aujourd'hui. Bon, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, ces gens-là seraient matés fortement. Les criminels, la drogue, etc., c'est quelque chose qui serait beaucoup plus fermement maté. Donc, il y a cet aspect-là aussi, c'est que la France, sur certains aspects, elle est devenue très laxiste, notamment avec les criminels, et ce qui fait que, voilà, pour le moment, ils sont bien en France, mais si ces pays se ramollissent à l'Est, effectivement, ça pourrait devenir comme la France. Là, je vois par exemple l'Autriche. J'ai un ami qui a vécu en Autriche. Moi, j'étais allé en Autriche. Je suis passé en Autriche en 2019, rapidement, pour faire un tour de voiture. J'avais beaucoup aimé les campagnes en Autriche. J'étais passé à Vienne, etc. Bon, apparemment, en 5 ans, l'Autriche a pas mal changé aussi, hein. Ils subissent une immigration de masse, de plus en plus de faits divers également.
Bon, si les Autrichiens ne se réveillent pas, bah, ça va devenir la France, tout simplement. Voilà. Puis on colle à l'Autriche, bah, tu as la Hongrie, tu as la Slovaquie, tu as la Tchéquie, etc. Pour le moment, ils tiennent bon, mais s'ils se ramollissent, bah, ils vont devenir comme l'Europe de l'Ouest. Donc je pense qu'il y a une menace, mais après, ça dépendra des peuples. Si les peuples décident de laisser faire parce que ça apporterait peut-être ça apporterait peut-être une qualité de vie, peut-être qu'ils y verraient une plus-value, j'en sais rien, je ne veux pas laquelle. Bah, effectivement, ça va devenir comme la France. Si les peuples ne laissent pas faire, comme aujourd'hui, et ben, ça restera ce que ça restera aujourd'hui. Donc sur le long terme, les peuples qui ont le moins de chances de se laisser faire, ça reste quand même l'Europe de l'Est. Je pense, oui. Plus que l'Amérique du Nord ou du Sud ou l'Australie, etc. Alors l'Australie, pour y avoir vécu 6 mois, l'Australie, c'est comme la France, hein, l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est woke, je veux dire, c'est comme l'Angleterre, hein. C'est l'Angleterre avec le soleil, hein, c'est tout, hein. Mm. Donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, tu peux oublier. Euh, L'Amérique du Nord, alors l'Amérique du Nord, toujours pareil, le Canada, c'est clair. Le Canada, apparemment, c'est violent. Par contre, les États-Unis, je nuancerais parce que les Américains des États-Unis, c'est des espèces de. Ils ont un caractère, c'est des colons. Au Texas. Euh, ouais, le Texas, le redneck américain, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus bien pensant dans le monde. Les États-Unis, d'ailleurs, j'ai interviewé quelqu'un sur ma chaîne sur les États-Unis il n'y a pas longtemps, qui est aussi de droite et plutôt conservateur. Et lui, il me dit, les États-Unis, ça dépend où tu vas. Ça peut être le paradis comme l'enfer. C'est clair que si tu vas en Californie ou à New York, effectivement, tu es dans le Wokeland. Peut-être même pire qu'en France. Par contre, si tu vas dans les États du centre, le nord, par exemple, le nord, le nord-centre, etc., là, effectivement, tu es dans des endroits plus conservateurs où tu as une qualité de vie, comment dire, une douceur de vivre. Et ça dépend vraiment où tu vas aux États-Unis. Donc, je mettrai un bémol sur les États-Unis quand même. C'est Parce intéressant. que, ouais, même moi, je m'intéresse aujourd'hui aux États-Unis pour éventuellement y aller, comme je te dis, en fonction du contexte. Euh, Parce que c'est très divisé, les États-Unis. C'est très divisé, les États-Unis. Ok. Après, effectivement, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, c'est woke à fond. Donc, Ok. Ben, est-ce que pour moi, je pense que c'est bien. Je voulais faire court, je voulais faire une demi-heure, mais on a fait déjà 1 heure. Est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder? Tu as des mots, une anecdote? bah, écoute, pas particulièrement, hein. Je pense C'est que. quoi le meilleur pays pour s'expatrier là? Alors, ça, c'est la question à 1 million d'euros. C'est la question que je reçois souvent. Ouais. La meilleur pays pour s'expatrier, c'est le pays qui correspond, un, à tes critères, les avantages et les inconvénients, parce que chaque pays a des avantages et des inconvénients, dans lequel tu as eu un coup de cœur, parce que des fois, tu arrives dans un pays, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Bah, ça t'attire, tu as envie de rester ici, tu peux pas l'expliquer, tu sais pas pourquoi, mais au fond, il y a un truc qui dit reste ici. Donc, il y a ça. Et puis aussi, troisièmement, le contexte mondial. C'est en fonction du contexte mondial. Le contexte Alors, mondial peut avoir une influence. Par exemple, Taïwan. Moi, j'adore Taïwan et j'aimerais bien y vivre. Pourquoi j'y vais pas? Parce qu'il y a un petit peu trop de missiles pointés en direction de Taipei, c'est tout. là, tu prends C'est vraiment ce risque en compte? Moi, je pense que le risque est réel, oui. Je pense que les Chinois observent, voient un petit peu ce que l'Occident a dans le ventre. Et en fonction de ça, si l'Occident laisse faire Poutine, les Chinois vont se dire, OK, l'Occident est faible, on peut prendre Taïwan. Et ils vont prendre Taïwan, je pense. Et là, c'est toujours pareil. Taïwan, est-ce que c'est la Chine? Oui, Taïwan, c'est la Chine, c'est ethniquement chinois, c'est culturellement chinois, c'est de langue chinoise avec un S parce qu'il y a plusieurs langues à Taïwan. Oui, c'est une partie de la Chine, mais est-ce que Taïwan doit être sous domination du Parti communiste chinois? Non. C'est comme par exemple l'Ukraine, l'Odessa, ville dont on parle pas mal en ce moment. Est-ce que c'est russe, pas russe, etc. Est-ce que Poutine va prendre ça ou pas? Si tu me poses la question, est-ce que Odessa est une ville russe? Oui. Odessa est une ville russe, russophone, effectivement. Est-ce que pour autant ça veut dire que euh, elle doit être rattachée à la Fédération de Russie? Non, pas forcément. Tu peux aussi être russe, russophone et être fier de ce que tu es sans faire partie de la Fédération de Russie. Et c'est pareil pour Taïwan. Non, moi je pense que Taïwan, il y a un réel risque. Et franchement, après le scénario Russie, j'ai vraiment pas envie d'aller à Taïwan pour dans quelques années dire écoute, il faut que je reparte parce que c'est plus vivable, parce qu'il y a la Hmm. guerre.
J'ai vraiment pas envie de ça. C'est dommage parce que c'est vraiment un pays que j'apprécie. J'apprécie l'Asie en général, notamment l'Asie du Nord-Est. C'est une zone fascinante. D'ailleurs, j'ai vécu un an à Vladivostok, même plus, un peu plus d'un an et demi, à Vladivostok, donc qui est à côté de la Corée du Nord, de la Chine et en face du Japon. Et on se sent vraiment en Asie, quoi. D'ailleurs, j'avais choisi cette zone-là parce que pour faire des allers-retours entre, euh, entre Vladivostok, la Corée et le Japon régulièrement, parce que je voulais passer du temps dans ces pays-là, parce que je les adore, ces pays-là. Ils sont trop fascinants. Ok, Mhm. bon, très intéressant. Mais écoute, un grand merci. Ça fait un plaisir de faire connaissance et d'échanger. Et Mhm. bon, peut-être qu'on Ah se oui, un truc que reverra je voulais, régulièrement sur différents, pardon, je différents t'ai sujets. coupé, Oui. mais un truc que je voulais rajouter tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de rajouter. Euh, comment dire? En ce qui concerne les immigrés, tu sais, les peuples, etc. Toujours pareil, euh, les Asiatiques en France, est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'ils posent problème? Non, non. On n'entend jamais parler. Moi, les seuls Asiatiques que je connais D'accord. en France, Mhm. non, mais les seuls Asiatiques que je connais en France sont travailleurs, même plus travailleurs que les Français. Euh, Ils étaient bons à l'école. Je sais pas, moi, j'ai vraiment rien à dire de mauvais sur les Asiatiques en Bon, France. J'ai jamais, sur j'ai ça, on est jamais eu, d'accord. Ouais. Mais j'ai donc, jamais eu de mauvaise expérience avec les Asiatiques en mhm. France. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Comprendra qui comprendra, mais en tout cas, voilà, tout est à nuancer. Voilà. Ça veut dire qu'il faut sélectionner l'immigration en fonction de l'origine. Comment dire? Ouais, je sais pas jusqu'à où on peut aller, mais tu sais, il y a des cartes qui traînent. Toujours pareil. Ou alors de la Il y a des cartes qui nationalité, à avoir Il y a des des cartes statuts qui traînent, différents. il y a des pays comment dire, qui évoluent très vite. Les Chinois, quand on voit ce qu'ils étaient au début des années 90, qui sont maintenant, bon, il y a peut-être une raison. La Corée du Sud, c'était le tiers-monde dans les années 60. Aujourd'hui, c'est une petite puissance. Le Japon, quand on voit ce que c'est devenu, voilà, c'est peut-être pas un hasard. Il y a peut-être aussi le peuple aussi qui fait quelque chose. Mais bon, Ah, juste ça. j'ai oublié de te poser une question. Qu'est-ce que tu penses des pays, on n'a pas parlé, des pays comme les Émirats, Dubaï, est-ce que c'est un exemple? Je veux Alors dire par là, déjà, pourquoi? Il y en a qui, beaucoup de gens, enfin, soit tu veux un pays homogène, comme le Japon, etc. Tu te dis que bon, ça va bien se passer. Soit tu dis que bon, au bout d'un moment, tu as pas le choix, il faut un pays très autoritaire, il faut contrôler, etc. Donc, comme Dubaï, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des bons pays où vivre, voilà, les Émirats, etc. Alors, déjà, moi, qu'est-ce que je pense du Moyen-Orient? Déjà, je pense que c'est pas chez moi. Là, j'ai rien à y faire. Je suis pas chez moi là-bas. Je suis pas arabe, je suis pas musulman. J'ai rien à y faire, d'une part. Deux, j'aime pas le chaud. Donc, voilà. Trois, Dubaï. Dubaï, oui, Dubaï, elle va en poupe parce il y a le monde entier qui vient là-bas. C'est les Occidentaux qui sont là-bas, tout simplement. Les Asiatiques également, l'élite asiatique, l'élite européenne qui va là-bas. Voilà. C'est les Émirats qui ont créé ça pour attirer justement les élites du monde Hmm. entier. Mais c'est pas les Émirats eux-mêmes, tu vois. Hmm. Donc déjà ça. Après, quand tu dis pays autoritaire, ça dépend sur quoi. Tu peux être très autoritaire avec les criminels, ça c'est une chose, mais tu peux être très libre sur la liberté d'expression, Ouais. tu vois. Comme tu peux laisser faire les criminels et restreindre la liberté d'expression. Donc, autoritaire, ça dépend sur quoi. C'est toujours pareil. On est autoritaire dans quoi? Euh, Voilà. Autoritaire Hmm. pour la drogue, les criminels, les viols, Oui, oui. la racaille, etc. Mais après, est-ce que autoritaire, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut qu'un parti, qu'il faut Ah éliminer non, toute c'est pas ça. opposition, reste la Autoritaire, on va liberté dire. d'expression? Autoritaire Voilà, comme donc c'est toujours Singapour. pareil. Singapour, c'est un bon modèle ou pas? Alors Singapour, je pense que alors déjà là, pareil là, tu cites même pas des villes, enfin même pas des pays, c'est des villes. Parce que Singapour, c'est un pays. Singapour, c'est un pays. Mais bon, je pense que tu as déjà été à Singapour. C'est petit, je veux dire, Dubaï, c'est petit, c'est facile tout ça quand c'est petit, tu vois. C'est petit, c'est des hubs, etc. Mais plus le pays est grand, plus il est difficile à gérer. C'est pas pareil. Est-ce que Singapour, c'est un bon modèle? Sur certaines choses, oui. Sur beaucoup de choses, oui.
Oui, quand je dis autoritaire, c'est un peu comme Singapour, c'est-à-dire si tu fais une connerie, bon, il t'arrive quelque chose. Mais si ça reste liberté Ça dépend, d'expression, etc. ça dépend quelle connerie sur pareil. Si la connerie, c'est d'avoir critiqué le gouvernement, là, non, je suis contre. Ouais, Si là, la non. connerie, c'est d'avoir des délais de la drogue, violer une femme ou tuer, Voilà, d'accord. tuer quelqu'un parce que tu es une racaille, là, oui, toujours pareil. Avoir des C'est, caméras partout, c'est une bonne chose ou pas? moi, j'ai envie de te répondre que dans un pays assez homogène, tu n'as pas besoin de caméra. Oui, bon, là, je suis d'accord. Par Alors, contre, dans un pays infesté de racailles, tu es forcé d'avoir des caméras parce que tu es obligé de regarder tout le monde surveiller de partout. Parce que sinon, t'es obligé de tenir tout le monde, tu vois. Alors que dans un pays assez homogène, etc., non, parce que les gens, en fait, naturellement, sont en harmonie, ils se respectent, ils savent où sont les bulles, ils savent où sont les limites, ils savent que dans l'intérêt commun, il faut se respecter, etc. Mais pour ça, déjà, il faut avoir un QI. On en revient au QI moyen. Il faut avoir un QI, il faut savoir se projeter et se dire que voilà, l'action que je fais aujourd'hui, elle peut avoir des conséquences et dans mon intérêt et l'intérêt de tout le monde, je ne devrais pas faire ça. Par contre, quand ça, tu ne l'as pas, bah forcément, tu fais n'importe quoi. Donc là, il alors faut des là, caméras. Là, il faut des caméras pour tenir tout le monde, pour alors surveiller tout le monde. là, alors là, on est tout à fait d'accord. Alors, quelle est la solution pour la France? Est-ce qu'il faut des caméras de l'autorité parce qu'on n'a pas le choix, ou est-ce qu'il faut remigrer tous ceux dont on ne veut pas? Je vais paraître pessimiste. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'expatrier. D'accord. Moi, Il faut j'aime bien s'expatrier au moins pour ceux qui sont obligés de rester en France ou qui veulent rester en France, aller vivre dans les campagnes qui sont quand même plus vivables. Alors, je sais qu'il y a eu des faits divers, entre guillemets, dans les campagnes, mais bon, globalement, ça reste quand même bien vivable, hein. Si tu vas si tu vas pas dans les montagnes, tu vas dans le Massif central, ça va. Je veux dire, faut pas non plus inventer de l'insécurité où il y en a pas. Je dis pas que les problèmes n'arrivent pas, mais c'est pas comme si tu vivais à Paris, Lyon, Marseille, hein. Clairement, c'est pas être dans le quartier nord de Marseille ou en Lozère, c'est pas la même chose. Hmm. Le quartier nord de Marseille, je pense que tu connais. Bon. Ouais. Euh, mais je pense que malheureusement, je sais, j'aime pas comme ça être pessimiste, mais c'est sincèrement ce que je pense. Moi, à court terme, en fait, je vois pas de changement pour la France, hein, malheureusement, hein. Ouais. Voilà. Bon, on est d'accord sur ce point au moins. C'est dommage parce que moi, j'aimerais bien rester en France. Franchement, j'aimerais bien rester en France. Si j'ai dit, la France a beaucoup d'atouts et des atouts que les Français ne voient même pas. Hmm. Et il y a quelques points noirs comme ça, comme la sécurité, la fiscalité qui est beaucoup trop importante. Je dis pas qu'il faut pas taxer, mais il y a quand même des limites. Le wokisme, etc. Que tu peux pas, quoi. C'est tout. Tu peux pas. Tu peux pas. Il faut prendre sur soi. Très bien. Ben, merci beaucoup. Ah, écoute, c'est Ouais. moi qui te remercie, Et Marc. Et puis, j'espère à écoute, très vite. bonne continuation à toi. Je sais pas depuis combien de temps tu es sur Internet. Moi, je t'ai découvert récemment. Alors moi, ça fait pas Euh, longtemps, hein. Ça fait pas longtemps que je fais cette chaîne YouTube. Ça fait quelques semaines, quelques mois. Mais j'ai démarré. Mon engagement est devenu un peu plus public en 2022 quand j'ai fait la campagne de Zemmour. Avant ça, j'étais sans étiquette. J'étais un élu, mais j'étais un élu comme dans un petit village en France, divers droite. Avant ça, j'étais encore UMPLR. Mais voilà, donc c'est quand j'ai fait polémique, ça fait scandale à Hong Kong que je m'engage pour Zemmour. Les gens sont devenus fous. Ils ont cru que j'étais un gentil macroniste, et donc je suis devenu le méchant facho. Classique, classique, classique. Voilà. Ouais. Bon, on se recroisera, on fera d'autres émissions. Ouais, on se recroisera. Et puis, écoute, bonne continuation à toi. J'ai pas tout regardé tout ce que tu fais, mais du peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça du bon travail, très intéressant. Donc, continue bien. Et puis, bah, écoute, plein de réussite à toi. Tu es à Hong Kong, c'est ça, hein? Oui, j'espère que tu viendras rendre visite. Bah, je suis déjà venu plusieurs fois à Hong Kong. Ah ben, J'adore tu m'appelles, tu me dis, on va prendre une bière. Ça marche. Merci, Marc, et bonne continuation. À bientôt, Salut. Kublai. Bye bye.